Je veux remercier l'organisation, le Club Culture et Innovation et surtout Pierre pour l'invitation à être ici. Je suis ravie de pouvoir partager des idées, d'expliquer ce qu'on fait à quelques musées de Barcelone. Mon intervention aura deux parts. La première un peu plus théorique sur le présent et le futur numérique au musée. Et la deuxième part, on verra quelques exemples pratiques de ce qu'on fait au musée de Barcelone. Pardon. À quoi nous sert la technologie? À faire de la visite une expérience plus riche, plus engageante, plus formative, plus amusante, plus partagée. La visite physique, le même que la visite virtuelle, tout orienté au public. C'est vraiment l'heure du public. On peut plus se focaliser seulement sur l'institution, mais pour les visiteurs, soit sur place, en ligne, mobile, et dans les réseaux sociaux qui facilitent l'intégration de tout. Chaque fois, sont plus les utilisateurs qui accèdent aux réseaux sociaux sur le mobile, par exemple. On dit que, je crois, à Facebook, les 40% des entrées sont des mobiles. Et pourquoi la technologie? Pour attirer de nouveaux publics. Pour entrer en matière, je vais passer quelques images maintenant. Vous pouvez voir la contraposition entre ces deux images. La première, tous ces jeunes gens qui sont fatigués, et pas très intéressés. Et alors, la suivante, les gens sont engagés, intéressés à l'offre de Social Date. Mais je crois qu'on doit faire aussi attention à la façon comment on intègre la technologie au parcours de visite. Ça peut faire l'expérience positive ou négative. On va voir en bref quelques exemples. Anno, pour moi, c'est un double bon exemple. C'est au musée Brooklyn à New York. Et il y a une bonne intégration du dispositif au parcours de l'exposition. En ce cas, c'est un iPad. Et il n'y a pas d'interférence à l'observation des œuvres d'art, ce qui est un souci au musée d'art spécialement. Et le deuxième avantage de cette intervention, c'est qu'on offre des liens à Wikipédia avec les bios des artistes exposés. Et en bas, on voit aussi un bon exemple d'intégration. C'est un bon matériel bien intégré. Ah non, c'est le musée d'art de Philadelphie. Et en bas, pour moi, c'est un bon matériel audiovisuel. C'était sur un processus de restauration, mais à mon avis, une mauvaise intégration visuelle, esthétique. Ah non, on voit des utilisateurs, des jeunes utilisateurs intéressés, même concentrés. C'est au musée d'art contemporain de Léon, en Espagne. Mais on se demande quelle est l'intention du musée. Des dispositifs au service des visiteurs, les engager? Pas du tout. Parce que l'image en bas, on voit au coin en droite, en bas, il dit interdit de toucher. Alors voici un clair exemple de mauvais display muséographique et en plus une mauvaise expérience pour les visiteurs qui furent avertis par sécurité et pas très aimablement, j'étais là. Alors quand les musées doivent modifier constamment les comportements des visiteurs, c'est un signe qu'on se trompe, qu'on fait quelque chose, on fait quelques mauvais pas. On va commencer pour dire ce que ne sont pas les réseaux sociaux. Message principal, les réseaux sociaux ne sont pas sur technologie. Sont conversation, sont interaction, sont communication au sens plus large, riche et plein de potentiel. Pas unidirectionnel, mais multidirectionnel. Il n'est plus nécessaire que notre musée devienne une nouvelle aux journaux pour être matériel informatif.
pour notre public. On parle de notre musée, institution, centre, entreprise, tout le temps sur les réseaux. Donc les réseaux constituent, bien joué, une opportunité magnifique de connecter avec nos publics avant, pendant et après la visite. Ici, je ne vais pas le passer parce que peut-être on n'y aura plus de temps, mais si on se met, il y a la URL, si on se connecte, on voit en temps réel comment les chiffres vont très très rapides, des connexions sur les réseaux sociaux et combien de nouveaux contenus on charge tout le temps. Et ça me fait peur parce qu'on se pose aussi quelques questions, comme par exemple, est-ce qu'on va être essoufflé d'une telle quantité et vitesse de contenu? On ne sait pas comment les médias sociaux vont évoluer, mais pour aujourd'hui, c'est important d'être actif là où les utilisateurs, nos visiteurs, se trouvent, c'est-à-dire aller à la rencontre des visiteurs sur le réseau. Enfin, comme dit mon bon ami Samuel Bosson du Muséum Toulouse, je crois qu'il n'est pas ici aujourd'hui, on doit sortir de la logique vitrine pour entrer à la logique relationnelle. L'utilisation d'Internet est un changement. Les institutions et les entreprises doivent évoluer aussi leur stratégie sur la toile, favoriser les débats et la participation, créer communauté, attirer de nouveaux publics. Tout ça, on peut faire une constatation essentielle et parfois oubliée. L'usage des réseaux est une stratégie de communication et de toute l'organisation. Je souligne aussi les mots stratégie et aussi de toute l'organisation. On y reviendra à la fin de l'exposition. Pardon. En bas, je trouve ce diagramme assez lucide et synthétique sur les actions qui doivent être adressées pour un bon plan des médias sociaux. On n'a pas le temps de commenter et vous aurez la présentation sur SlideShare ou en clic. Mais je voudrais attirer votre attention sur le premier, c'est écouter. Écouter, c'est essentiel d'être attentif à ce que les publics disent, quels sont les intérêts et leurs perceptions. Et aussi sur le cinquième, qui est la mesure, l'analytique. C'est très important de faire des analytiques 2.0. Sur l'attention, c'est-à-dire une analyse quantitative du numéro de participants, de postes, de visites, etc., mais aussi qualitative, c'est-à-dire de la participation, les contenus et les réactions des utilisateurs et l'influence. Le numéro de souscripteurs, de followers, le retweet, le clic qu'on fait au lien qu'on propose et l'opinion générée sur le musée. Ici, deux exemples d'intégration aussi des médias au parcours de visite. Les visiteurs ont l'habitude de pouvoir tout le temps commenter, s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui se trouve au-dedans du musée? Tous nos efforts pour le dialogue, pour connaître tout ce qu'on fait pour stimuler leur participation, activer sur nos réseaux, tout ça disparaît quand on fait la visite réelle. Et normalement, la réponse, c'est oui. Et on commence à voir, malgré tout, quelques exemples. Ici, Anno, par exemple, à la Tate, un très simple moyen. Le visiteur peut laisser leur opinion sur la vidéo. Pour le musée, c'est important de recevoir l'opinion des usagers à ce moment-là. Et pour les visiteurs, ils peuvent s'exprimer et partager aussi avec les amis. Et en bas, au musée de Brooklyn, est notre exemple. Ici, on invite les visiteurs à laisser un commentaire sur Twitter et les autres visiteurs peuvent le lire à ce moment-là. J'ai choisi de signifier Twitter parce qu'à présent, c'est pour moi l'exemplification de valeurs communes de réseau, plus d'autres spécifiques qui les rendent extrêmement engageants, aussi pour les 3 temps de visite. Et les deux valeurs à souligner, c'est que c'est conversation et engagement en temps réel. C'est immédiat. Maintenant,
On peut suivre à tout le monde ce qu'on parle ici, par exemple. Si on sait bien choisir qui suivre, c'est réellement très intéressant. Mais on doit le faire bien aussi sur Twitter. Et en bas, vous voyez un exemple des dangers. Je crois que ça a été par l'automatisation. Un bon jour, le musée a chargé beaucoup de vidéos sur YouTube et chaque vidéo émettait un tweet. Alors, on a reçu plus de 20 tweets disant I have uploaded a new YouTube video. Et je crois que ce jour, ce musée a perdu beaucoup de suiveurs. Très rapidement, le mobile, parce qu'après, il y aura une table ronde. Seulement, on doit se demander qu'est-ce que les utilisateurs font. Ils dépensent plus et plus de temps en mobile, partout, en toute occasion. Alors, ce sera mieux pour les musées de créer des contenus là où les visiteurs dépensent leur temps. Et un dernier sujet, avant de commenter les exemples de Barcelone, c'est le contenu ouvert, l'open content. Offrir les données ouvertes, librement accessibles, pour utiliser, partager, réutiliser les données, les images, font le patrimoine plus accessible aux visiteurs. Les données publiques, c'est-à-dire celles produites, récoltées ou payées avec de l'argent public, doivent être accessibles aussi au public. Ça peuvent être des données géographiques, statistiques, des projets de recherche, livres numérisés par les bibliothèques publiques, bases de données des collections des musées, etc. Il y a beaucoup de contenu de musées qui peut être placé sur licence libre. Quel avantage nous offre ouvrir les données? Pourquoi? Pour accomplir la mission en tant que musée public, pour élargir la portée de nos contenus, les rendre plus visibles, pour contacter de nouveaux publics, pour l'enrichissement de données, parce que fruit du croissant, on génère de nouveaux contenus, pour faciliter l'innovation dans le domaine du patrimoine et pour contribuer à la Digital Agenda européenne, la génération de richesses, de postes de travail, l'innovation, l'économie de l'innovation. Et parce que le savoir, le plus on le partage, plus il s'enrichit, il se multiplie. Mais il y a aussi des difficultés sur ce chemin. On doit vaincre des résistances pour ouvrir les données à l'usage public et à la réutilisation. On a une certaine prévention à la perte de contrôle, à la possible diminution de la qualité si troisième part ont possibilité de jouer avec les données, une possible perte d'attribution, aussi des difficultés techniques pour la compatibilité, l'interopérabilité, le multilinguisme, et encore des préventions pour un possible usage commercial par des autres, des difficultés législatives, et enfin, je crois aussi une faute de conscience entre les organismes publics. Et maintenant, deux exemples très rapides, Europeana et Wikipédia. Europeana offre déjà 20 millions d'objets numérisés entre objets des musées et des bibliothèques et partage avec les musées le but d'élargir le savoir et la jouissance au maximum nombre d'utilisateurs. En facilitant les données avec le travail des développeurs, on peut rendre possible plusieurs exploits mobiles, sociaux, multilingues, la visualisation de données dans une façon plus facile, plus aimable, plus user-friendly. Je partage bien sûr la pensée qu'on a circulée sur Twitter, vous voyez. Et maintenant, très rapide sur Wikipédia. Wikipédia et les musées ont un objectif commun qui est mettre le maximum de savoir, de connaissances à disposition du maximum du public et avec le maximum de qualité.
musées Wikipédia ont fait des chemins en parallèle, mais maintenant, on se trouve. Il y a des faits à considérer. Wikipédia est souvent le premier résultat dans les moteurs de recherche. Quand un utilisateur cherche sur la thématique de notre musée, disons l'art romain, par exemple, probablement Wikipédia sera le premier résultat. Et même ça passe si on cherche un objet concret. C'est bien connu le cas du British Museum. Ils ont constaté que l'information sur la pierre Rosetta avait 4 fois de plus de consultations sur Wikipédia que sur le web du musée. Alors, c'est évident que c'est de notre plus grand intérêt que l'information à Wikipédia soit bonne en quantité et en qualité. On a commencé à avoir des bonnes expériences de collaboration. Après l'exemple du British, quelques musées aux États-Unis, ici en France au Château de Versailles, en Espagne au musée Picasso, où je travaillais avant, et maintenant au musée d'art de la Catalogne. Cette année, on aura aussi un wikipédiste résident. On est en train d'un changement de relation que j'ai commenté, et on va de condamner à se comprendre, à compromis, à coopérer. Les musées ont les contenus et les connaissances experts en tous les domaines, et la Wikipédia est l'encyclopédie plus consultée du monde et a un très grand nombre de volontaires en 250 langues à peu près. Et alors, de la fusion des efforts, ça va être pour un meilleur service aux visiteurs. Et maintenant, je vais vous commenter quelques pratiques qu'on a fait au musée de Barcelone. Le but commun, c'est offrir des moyens pour faire de la visite, soit présentielle, soit virtuelle, une expérience de qualité. En bas, je vous montre une audio guide qu'on a fait au Musée national d'art de Catalogne pour des personnes avec de handicap auditif. C'est un dispositif en PDA en langue de signes. Langue de signes en catalan, en espagnol, international. Il n'y a pas une seule langue de signes. Et chaque vidéo c'est une vidéo guide. Chaque vidéo a le sous-titre en la langue choisie. Et en le cas de la langue de signes internationale, les sous-titres sont en anglais. Comme vous savez, Google a lancé le projet Google Art en 2010 pour présenter à très bonne définition 17 grands musées du monde. Et en 2012, on l'a présenté hier ici à Paris, on a lancé la deuxième phase de ce projet avec plus de 30 000 images et plus de 150 musées. En bonne définition, 46 musées offrent aussi Street View et la possibilité de commenter, de personnaliser et de partager. Entre ces 150 musées de 40 pays se trouve notre musée national d'art de la Catalogne. Au musée Picasso, où j'ai travaillé avant, on offre plusieurs itinéraires, plusieurs visites virtuelles. On essaye de le faire très dynamique. C'est pas seulement un mosaïque pour cliquer. Et les images sont quand même menues et c'est interactif. Et aussi les plans, c'est interactif. Et on peut se promener bien sur les œuvres, bien pour les salles. Et on essaie aussi de présenter beaucoup d'infos avec peu de mots. On sait que chaque fois, les usagers lisent moins et regardent plus. Et par exemple, on a fait de zoom en parallèle des différentes images de différentes parties de Las Meninas de Picasso et Las Meninas de Velázquez. Et ça seulement en très bonne définition, et ça seulement offre beaucoup d'informations. Excusez-moi. Aussi sur les réseaux sociaux, au musée Picasso, on a été très, très actifs. On a commencé en 2009 par moi-même et après par une petite équipe. Et pour cette page intégrée de tous les réseaux, on a reçu en 2010 le prix de Best of the Web aux États-Unis.
cette action sur le réseau nous a permis réellement d'avoir une relation beaucoup plus proche avec nos visiteurs. À la Fondation Miro, pour une exposition qui vient de se terminer maintenant, 6 mois avant l'ouverture de l'exposition, on a travaillé avec la Wikipédia pour enrichir toute l'information possible parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres de Miro qui n'avaient pas d'articles sur Wikipédia ou il y avait très peu d'informations ou en très peu de langues. Alors on a créé des articles, on a traduit, même on a fait ce qu'ils appellent une wiki marathon à la bibliothèque de la Fondation. Et à l'exposition, on a placé des codes QR qui portent à l'article de la Wikipédie. Et avec un système intelligent, le lien porte à la langue de configuration du portable du visiteur. L'initiative a été très, très bien reçue. Les statistiques d'usage des codes ont dépassé 185 000 accès aux œuvres. Et il y a eu une explosion de consultations sur Miro et ses œuvres sur la Wikipédia. Ça fait plus d'1 million d'articles consultés à la Wikipédia. Et la Fondation a décidé de continuer d'utiliser ces codes à la collection permanente. En bas, pendant l'exposition, on a fait beaucoup de publicité et de l'exposition et de l'initiative des codes. Ici, vous voyez une annonce, une publicité dans les métros. Et on a développé aussi une application gratuite pour les mobiles avec le parcours de l'exposition et une route pour la cité de Barcelone, une route pour la Barcelone de Miro. Avec cette application, l'archive photographique de Barcelone, on peut accéder aux images historiques de la cité, puis les placer sur Google Maps, les partager, accéder à la réalité augmentée. Excusez-moi. En bas, le musée d'art contemporain de Barcelone, on a renouvelé la web il y a quelques peu de mois et on a créé des itinéraires à partir des fonds de la collection et des archives de documentation qui sont très riches. Et ces itinéraires peuvent être créés par les musées et par les utilisateurs du web et peuvent être consultés aussi publiquement. On peut organiser les routes selon un intérêt personnel, un but académique, un intérêt de visite, etc. Et les usagers étiquettent leur itinéraire et les visiteurs peuvent voir le plus récent, le plus consulté, faire des recherches par des mots-clés, nom des artistes, etc. Le Centre de la culture contemporaine de Barcelone, CCCB, présente maintenant une exposition qui est un projet expériment de création et de co-création. S'appelle Global Screen, écran global, explore le pouvoir des écrans dans la société actuelle, cinéma, télévision, PC, smartphones, tablettes, écrans de sécurité, etc., qui ont une influence sans précédent et dans tous les secteurs, privé, social, culturel, artistique, sportif, politique, etc. Organisé en 7 sujets, on propose d'une partie, la vision, la thèse des commissaires de l'exposition, et on le contrapose à la vision des utilisateurs qui ont été invités à envoyer leurs vidéos sur une de 7 sujets proposés. Et toutes les contributions reçues, qui ont été plus de 200, sont montrées à l'exposition et aussi sur le web, et les blogs et les réseaux sociaux. Comme ça, les visiteurs présentiels ou virtuels peuvent découvrir la vision des commissaires et les contrepoints des gens. On a développé une application pour mobile et on peut interagir à l'exposition aussi avec les codes QR. C'est un excellent exemple de contenu généré par les visiteurs qui vient enrichir l'approche et le contenu de l'exposition. Et ça fait une expérience de visite beaucoup plus riche que si on avait présenté seulement le contenu de la vision des commissaires.
Si vous venez à Barcelone pour la conférence de Museum Next, qui se sera à Barcelone le 24 et 25 mai, vous pourrez visiter l'exposition parce que la conférence a lieu dans ce centre de culture contemporaine. Et je ne voudrais pas finir sans un message final. La stratégie numérique doit être intégrale. La dimension du numérique excède de beaucoup le web ou les réseaux sociaux et excède aussi les limites de ce qu'on fait au département de communication. Le numérique est déjà une dimension qui traverse tous les musées. La collection, le public, l'éducation, la muséographie, la recherche, tout, et ne peut pas se concevoir comme une niche, elle doit être intégrée à la stratégie globale du musée. Si on met tous les efforts en commun, orientés vers le public, alors les musées vont offrir une expérience de visite riche, stimulante, émouvante, créative. Ces diagrammes en bas est développé, chaque globus a son petit développement et on peut consulter ça sur SlideShare. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Kangcha. Et surtout, merci d'avoir fait l'effort de parler en français. Oui. Et vous Excuse par mon français. Vous parlez très bien français. Vous écrivez bien français. On a presque pas fait de correction sur la présentation. Bravo. On va prendre une ou deux questions et comme vous êtes de toute façon toute la journée avec nous, c'est ça, vous restez avec nous. Oui. Vous n'allez pas visiter les musées de Paris pendant la journée. Non, parce que je suis arrivée hier soir à cause de la grève. Ça me disait zut. Donc on pourra vous faire réintervenir peut-être plus tard. On va prendre une question ou peut-être qu'on va prendre. Est-ce que Nicolas, on a un commentaire ou une question est un Esquimau devant là? Est-ce qu'il y a un commentaire sur Twitter sur ce que vient de dire Kangcha? Oui, il y avait une question sur le fait de mettre des données culturelles sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, c'est pas transformer ces données et les mettre dans une configuration, on va dire, commerciale? C'est-à-dire que les réseaux sociaux, a priori, appartiennent à des sociétés privées. Facebook est une société. Est-ce que le fait de mettre des données culturelles publiques sur Facebook, je caricature un peu la question, est-ce que c'est pas donner un sens commercial ou un usage commercial à la libération des données? Oui, bien sûr. Si on fait des libérations de données dans les domaines publics, alors ça veut dire qu'on on permet aussi un usage commercial. Mais si on parle de musées publics, on pense que ça, c'est pas un problème, except pour les artistes contemporains, que tous nous savons qu'on a le droit de la propriété et après 81 après la mort de l'artiste, les droits sont à les héritiers. Mais tous les autres cas, on ne voit pas de problème si les données, on les met en public, sur le domaine public, et alors on fait des exploitations commerciales. On fait de la Commission européenne, on encourage la possibilité de cet usage commercial parce qu'on croit que ça peut revitaliser l'économie et on peut créer des postes de travail. Et après, si toutes ces données ont été faites avec de l'argent public, c'est une conséquence normale que les données soient aussi publiques, soit pour recherche ou soit pour faire des autres usages. Une question dans la salle, une dernière question, parce qu'on est un petit peu en retard. Bonjour, Loïc de l'Observatoire de Lyon, merci pour votre présentation. Concernant votre stratégie numérique, quels ont été vos leviers pour faire accepter en interne justement tout ce déploiement? Comment vous avez travaillé en interne pour lever éventuellement des obstacles, pour convaincre les équipes internes pour faire les projets numériques que vous avez voulu faire? C'est ça? Au musée Picasso, vous voulez dire, ou maintenant Au les deux, si vous avez des recettes. Hein. Oui, seulement pour pour donner des idées au Palais des Beaux-Arts de Lyon. Oui. J'ai travaillé 5 ans au musée Picasso et alors là,
il y avait un nouveau directeur, une nouvelle étape, une nouvelle équipe. Et alors, une des priorités, on a décidé que c'était d'avancer sur le numérique. Et je ne vais pas dire que ça a été très, très, très facile, parce que, outre avec Picasso, on a tous les problèmes avec les droits d'image, et les musées doivent payer pour chaque image qu'on utilise, même sur le web. Mais on a fait un travail aussi de convaincre les conservateurs et de le faire voir l'utilisation publique que ça avait. La principale difficulté a été de rénover la web en 2007 et de le convaincre de l'importance de mettre beaucoup de contenu là. Mais une fois la web est mise en marche, alors ça a venu plus facilement, parce qu'on a vu réellement l'accueil public qu'il a eu. Les réseaux sociaux, c'est toujours encore un peu difficile. On doit faire de la pédagogie, alors on doit avoir aussi des patience et travailler d'abord avec le plus convaincu, le plus habile en numérique. Et après, ça viendra, parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas une mode, c'est une tendance. Et alors, on y est. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. Et alors, ça va venir. Au Musée d'Art de Catalogne, on est toujours... on commence. Il y a 2 mois que je suis là. Et on est, encore une fois, le processus de rénover la web, qui c'est très, très, très nécessaire. Et les réseaux, ils étaient là déjà, mais on doit réactiver, faire une participation beaucoup plus dialogante, parce que dans ce musée, et encore en beaucoup de musées, je crois, on est encore beaucoup émetteurs d'informations. On dit, on annonce ce qu'on fait, mais on doit beaucoup avancer et améliorer ces participations pour faire réellement un dialogue, et pas seulement une annonce de ce qu'on fait au musée, l'exposition qu'on ouvre, etc. J'avais une question pour vous. Est-ce que dans les multiples lieux dans lesquels vous avez travaillé, et vous avez travaillé avec beaucoup de partenaires différents ou différents outils, est-ce que vous avez eu une bonne surprise, quelque chose que vous ne attendiez pas à ce que ça marche, que ça réponde, ou une très mauvaise surprise, vous étiez sûr que ça allait marcher et le public ça n'a pas répondu, ou ça a posé plus de problèmes que ça a apporté de choses? Un bon et un mauvais souvenir. Oui, les bons, c'est très facile, parce que je crois que si on travaille pour faire bien les choses, le public, c'est très, très réceptif à ça. Et pour nous, quand on a commencé aux réseaux sociaux, c'était 2009. En Espagne, du moins, ce n'était pas si normal que les musées soient dans les réseaux sociaux, et on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait se passer. Aux États-Unis, en Angleterre, ça fonctionnait très bien, mais ici, on ne savait pas. Et le public a répondu très, 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 très bien, et ça a été magnifique. Mais aussi dans les réseaux sociaux, une mauvaise expérience, par exemple, un échec, on peut dire, a été, on a fait une initiative sur le Facebook qui était de demander aux utilisateurs d'envoyer une vidéo. C'était un peu difficile. Une vidéo avec de la musique qui les inspirait les œuvres de Picasso. Et alors, on ne peut pas faire les choses improvisées, même sur les réseaux. On doit bien le planifier, bien le diffuser. Et ça, c'était une initiative un peu difficile, de demander aux gens de composer une musique, inspirer un Picasso, de faire une vidéo et l'envoyer. Alors, on a eu 0 contribution. Et alors, on a appris qu'on doit faire les choses bien faites et bien le planifier.